La crise sanitaire a confirmé un peu plus la nécessité pour les associations de prendre le virage de la numérisation. Pour les accompagner dans cette transition, le Fonds Myriam vient de lancer le Lab Myriam, premier programme de digitalisation de la communauté juive. Et pour en parler, nous accueillons Emmanuel Vidal, responsable de ce programme. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Merci de me recevoir. C'est normal. Le lancement du Lab Myriam révèle l'importance pour le monde associatif juif de maîtriser les outils numériques. Y a-t-il des manquements dans ce domaine ? Oui, alors tout à fait. En fait, après plus de 2 ans d'activité du Fonds Myriam et plus de 200 associations aidées, on s'est rendu compte que les associations de la communauté juive, notamment, connaissaient un retard très important dans le monde du digital. Et notamment, la crise du Covid a fait que ça les a poussés à se moderniser et se digitaliser plus et plus rapidement. Les sites Internet sont aujourd'hui la première vitrine d'une institution. Il est donc essentiel de soigner leur architecture. Pour faire appel au Lab Myriam, il faut être une personne morale et répondre à certains critères. Lesquels ? Alors écoutez, c'est comme pour faire appel au Fonds Myriam, il faut être un organisme à but non lucratif et d'intérêt général et surtout s'adressant à la communauté juive de France. Alors avant de bénéficier de votre accompagnement, toute association doit pouvoir identifier ses besoins, une étape stratégique à laquelle vous contribuez. En effet, pour s'inscrire au programme du Lab Myriam, il faut aller sur notre site internet www.fondsmyriam.org et dans la rubrique Lab Myriam, vous pouvez directement remplir un questionnaire, un formulaire d'inscription, excusez-moi. Et dans ce formulaire d'inscription, on vous demandera en fait d'évaluer votre niveau dans le domaine du digital en vous posant un certain nombre de questions assez spécifiques, ce qui va nous permettre, nous, avec cette évaluation, de déterminer en fait à l'association une note de maturité digitale. Et le principe du programme du Lab Myriam, ce sera de faire évoluer au fur et à mesure des séances de formation et de coaching cette note de maturité digitale. Un préalable essentiel en effet. Et c'est à la suite de cet audit que débute la formation d'une durée de 6 semaines. Quel en est le contenu ? Alors en fait, le programme il est plutôt divisé en 4 parties. On va plutôt parler de modules de formation. On a 6 modules au total de formation, chacun sur des thèmes assez précis autour du digital. Ça passe par exemple de comment créer sa stratégie digitale à un traitement, comment traiter sa base de données et apprendre à communiquer et savoir communiquer sur les réseaux sociaux et dans la presse. Ensuite, on a l'attribution d'un coach pour chacune des associations du programme. Et pendant 21 semaines, donc 21 semaines, ça fait à peu près 5 mois, ce coach va coacher l'association à raison d'environ 1 heure par semaine. Le principe quand même de ce coaching, c'est d'assimiler les cours et les modules de formation et de bien mettre en œuvre et en application ces cours. On a également l'intervention d'experts en fonction des besoins de l'association qui sont remontés par le coach. On a la possibilité de faire intervenir des experts au sein de l'association et également du financement de matériel ou de logiciels. La dernière session a suscité 3 fois plus de demandes que de places disponibles, c'est dire l'utilité du programme. Alors, l'aide concerne les acteurs du domaine social, médico-social, éducatif et s'avère donc bénéfique à tous. Tout à fait. On est ouvert donc à toutes les associations du monde de la communauté juive. Donc, il est possible de s'inscrire, quel que soit le domaine d'intervention et la taille de l'association. Et le Lab Myriam sera aussi utile à travers une aide matérielle. De quels outils peuvent bénéficier les organismes ? Alors, tout type d'aide, justement. Ça peut aller d'une tablette à plusieurs ordinateurs ou bien encore des logiciels. Ça peut vraiment être tout type d'aide. En revanche, ces aides matérielles seront analysées et on pourra en discuter avec le coach. Et c'est le coach qui nous fera remonter les besoins spécifiques de l'association. Alors, la valeur totale des aides proposées par le Lab Myriam peut s'élever jusqu'à 10 000 €. Quelles sont vos sources de financement ? Alors, la valeur totale des aides, c'est jusqu'à 10 000 € en effet. C'est tout le programme en lui-même qui représente cette valeur de 10 000 €. Et le Lab Myriam, c'est un programme qui a été imaginé et pensé par le Fonds Myriam. Au bord de ce fonds, c'est 4 fondations. La Fondation pour la mémoire de la Shoah, la Fondation Sakhtarachi, le Fonds Haredim et la Fondation
Rothschild via l'Institut Alain de Rothschild, qui sont des fondations qui sont déjà connues de la communauté et qui ont eu la volonté en fait d'aider pendant 3 ans le tissu associatif juif à traverser la crise du Covid. Et le Lab Myriam favorise même l'interactivité entre les responsables associatifs communautaires par le biais d'une plateforme d'échange. Oui, en fait, à partir du moment où vous intégrez le programme du Lab Myriam, le Lab Myriam met à disposition de l'association une plateforme où elle pourra retrouver tous les contenus des cours, vidéos et les présentations des cours en ligne sur cette plateforme, et également la possibilité d'échanger entre les différents leaders des associations de la communauté via une plateforme d'échange. Eh bien, merci beaucoup Emmanuelle Vidal pour ces renseignements fort utiles. Vos enseignements permettront à de nombreuses institutions de faire valoir leurs atouts grâce à l'interface numérique, je n'en doute pas. Et pour tout projet de candidature, rendez-vous sur votre site fondmyriam.org/labmyriam. Le MUCEM, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, célèbre cette année son 10e anniversaire. À l'occasion d'une conférence de presse, son président Pierre-Olivier Costa a donné quelques informations sur les projets de l'institution. Monsieur Pierre-Olivier Costa, pour ce 10e anniversaire, vous avez sûrement préparé vos collections avec l'objectif d'attirer un nouveau public. C'est aussi tout le défi que nous avons, notamment en modifiant la signalétique et l'information aux visiteurs, c'est de faire en sorte que ce public qui vient, qui est à portée de main, puisse aussi venir profiter de nos propositions culturelles. Et inversement, parce qu'on lui doit aussi, c'est nous qu'allons mettre sur le trajet, notamment au fort, on va réarmer le fort de propositions culturelles, c'est nous qu'allons aller vers le public pour lui proposer des activités culturelles, notamment sur le Fort Saint-Jean, et cela toute l'année. Sur l'impact du MUCEM, moi, ce qui me rassure et ce que je trouve assez merveilleux quand on prend l'initiative de créer un lieu culturel comme le MUCEM, c'est qu'effectivement il a un impact très fort sur l'ensemble de la société. C'est-à-dire qu'on l'a vu ici, moi quand je discute avec des Marseillais, beaucoup me disent on ne savait même plus ce qu'il y avait là avant que ce soit le MUCEM. Le MUCEM est devenu un lieu emblématique de la ville, comme le stade Vélodrome ou Notre-Dame de la Garde. C'est devenu un lieu quasiment incontournable de la ville, et cela en 10 ans. Et je pense que c'est une énorme réussite pour cela. Il fait partie de la ville, du patrimoine marseillais. Et en seulement 10 ans, je pense qu'on peut souligner effectivement cette grande réussite. L'impact, il a été évidemment culturel, puisque l'avènement du MUCEM pendant Marseille, capitale européenne de la culture, a fait que beaucoup d'initiatives culturelles sont nées, entraînées par la vague du MUCEM, et beaucoup de ces activités, de ces propositions culturelles sont encore vivantes, et beaucoup nous regardent en disant portez cet héritage-là, parce que vous êtes un peu le phare culturel de ce territoire, et donc ça vous donne une responsabilité particulière. Et puis l'impact, il a été évidemment sur l'urbanisme, il a été culturel, mais il a été aussi économique, parce que sur le tourisme, sur les entreprises qui viennent s'installer à Marseille, c'est pas neutre que le MUCEM soit présent, que le MUCEM rayonne, que le MUCEM draine 1 200 000 personnes chaque année. Donc il y a eu aussi cet impact économique qui est non négligeable. Et puis sur la galerie Méditerranée, vous savez, en fait, le MUCEM proposait comme le Connectivité ou le Grand Médezé, des expositions semi-permanentes de la collection sur une thématique très précise, qui était un travail scientifique souvent de plusieurs années, et c'est le cas pour une exposition qui va d'ailleurs clore le 10e anniversaire du MUCEM, qui sera une exposition sur l'imaginaire méditerranéen, qui viendra s'installer pour quelques années dans une des 4 galeries du musée. La collection dit c'est différent. La collection n'est pas thématisée, c'est pas une démonstration thématisée et scientifique, c'est montrer l'étendue de cette collection et son pouvoir à la fois de curiosité et d'émotion. Donc l'idée c'est vraiment de donner une vision assez complète de ce qu'est un musée de société, un musée qui fait rentrer dans le patrimoine commun des
objets du quotidien qui deviennent de fait des objets de civilisation. Donc c'est vraiment pour à la fois être très pédagogique sur ce qu'est un musée d'ethnographie, un musée de société, parce que c'est pas exactement l'image on n'est pas familier de ce genre de musée en France. On est plutôt pourtant le plus grand musée de société d'Europe. Et je pense qu'il faut en être fier, et il faut être fier de cette collection et donc la montrer beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je rappelle qu'on avait à peu près 60% des expositions du MUCEM qui se faisaient sans aucune œuvre ou très peu d'œuvres de la collection. Et l'idée que nous avons aujourd'hui, c'est plutôt d'inverser ce pourcentage et qu'on fasse majoritairement des expositions avec les œuvres de la collection. Et puis, principalement, encore une fois, l'idée, c'est, d'à travers cette collection, d'attirer un nouveau public, d'attirer un public qui aujourd'hui ne vient pas au MUCEM. Et que nous avons la conviction que cette collection, sur ce territoire, a ce pouvoir-là. Donc nous avons la conviction, mais nous sommes modestes, c'est pour ça que cette exposition ça va être populaire avec un point d'interrogation, mais nous espérons que le public sera au rendez-vous de cette proposition. En somme, le MUCEM donne au public les clés pour mieux comprendre la complexité du monde méditerranéen. La vocation du MUCEM va bien au-delà des missions traditionnelles d'un musée. Je crois qu'un musée de société est un musée qui s'intéresse à la société et que le MUCEM a une responsabilité peut-être plus grande encore parce qu'elle est sur un territoire particulier, parce qu'elle est sur la mer, parce qu'il est totalement traversé par son environnement et le contexte dans lequel il est. On a une mission, en tout cas au MUCEM, et c'est ce qu'on fait quasiment tous les jours, c'est à la fois de multiplier les regards sur les choses pour pas se laisser enfermer par des stéréotypes ou des soi-disant. On le voit avec l'exposition Barvalo. On a essayé, c'est historique, c'est la première fois qu'un musée propose de modifier très sensiblement le regard que nous posons sur la culture romanie, qui a été caricaturée, regardée comme si c'était une culture très folklorique, alors que c'est une culture profonde. Et nous avons décidé de le faire ici au MUCEM, et c'est notre responsabilité. Et là, on est au-delà, j'allais dire, de l'artistique ou du culturel, même si, pour moi, quand on dit culturel, on est forcément aussi dans la société, pleinement dans la société, et pas accessoirement dans la société. Donc évidemment, le MUCEM va s'intéresser à tout ce qui se passe autour de lui. Il va essayer même de devancer les questions qui se posent. On a eu cette année, tout le long de l'année, le cycle Les procès du siècle, qui était tous les lundis soirs, qui a été un formidable succès public, où là on abordait des questions qui souvent se posaient pour la première fois. Et je pense que c'est important d'inventer une nouvelle façon de débattre, de dialoguer ensemble, pas de revendiquer ni de démontrer quelque chose, mais d'accepter juste que le dialogue s'instaure et qu'on puisse discuter de tout. Et même si les sujets étaient difficiles, même si les thématiques étaient compliquées, même si parfois les sujets étaient chauds, enfin qu'il y avait des sujets d'actualité un peu difficiles, ça s'est passé dans la sérénité de la discussion. Comme si tout le monde était d'accord pour dire que la meilleure façon de se dire les choses, c'était de dialoguer ensemble. Et je pense que tout le message qu'adresse le MUCEM, c'est ça. C'est malgré le fait qu'on soit différent, malgré le fait qu'on ne vienne pas des mêmes endroits, on a vocation à se réunir et de faire des choses ensemble. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que nous voulons adresser au public. Parmi les enjeux du monde de demain, celui du développement durable, le MUCEM est-il au rendez-vous ? Donc le fait qu'on soit exemplaire, le fait qu'on ait des propositions, notamment sur la biodiversité, et encore une fois, quand nous allons décider de prolonger les expositions qui aujourd'hui ont une moyenne de 4 mois, les expositions temporaires à 5 puis 6 mois, quand on supprime 50% du plastique qu'on émet dans nos éditions, quand on recycle 50% des matériaux utilisés d'une exposition à l'autre, je pense qu'on est un peu exemplaire et je pense qu'on adresse un message et on espère qu'il soit suivi. Une attention particulière sera portée à la santé mentale et le MUCEM travaille actuellement avec l'APHM sur le sujet. Comment cela devrait-il s'illustrer dans les faits ? Dans les faits, notre souhait, c'était d'assumer le fait que les lieux culturels ont la possibilité parfois de résoudre certains maux de la société, et notamment de certains maux psychiques, et notamment sur les maladies mentales. On l'a vu
pendant notamment le Covid, une partie des pré-ados ou des ados ont décroché, sont désancrés de la réalité. Et psychiquement, parfois, c'est assez difficile d'y revenir. Et en discutant avec des pédopsychiatres, on s'est aperçu que la culture, la création, était une possibilité de réancrage dans une certaine réalité, en tout cas permettait de faire le lien. Et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on assume ce rôle-là. Et donc l'idée, c'est effectivement avec la PHM d'avoir un programme qui à la fois permet à des personnes qui sont atteintes de ces maladies mentales de venir au MUSEM, de rencontrer des artistes, de rencontrer des médiateurs. On aura à l'intérieur de l'exposition populaire des espaces de médiation qui sont aussi réservés à ces publics. L'idée, c'est justement de leur signaler, de leur adresser un message qui est « vous pouvez venir, on peut participer au fait que vous allez vous réancrer dans la réalité, qu'on ne va pas vous laisser vous faire du mal ou vous éloigner trop longtemps ». C'est le message qu'on adresse aussi avec le micro-lycée. Donc l'idée, c'est vraiment tenir compte dans la médiation que nous avons au quotidien du public qu'on vise.